Bienvenue chez moi. Alors depuis le début de ces rendez-vous filmés, je suis en quelque sorte un plan préétabli. Et je vais cette fois-ci déroger dans la mesure où je vais répondre à une critique qui a été formulée sous une vidéo que je trouve très pertinente. Et mon propos cette fois est la notion de progrès. Alors, la notion de progrès est en effet sous-jacente depuis le début. La critique du progrès est en effet implicite, elle est récurrente, aussi bien quand j'oppose les anciens aux modernes que quand je mets le paquet, si je puis dire, sur les incohérences et les désillusions de la modernité. Alors entre parenthèses, ce que j'appelle les anciens, c'est tout ce qui nous a précédés jusqu'à la Renaissance incluse. Voilà. Donc si je déconstruis la modernité, ce n'est pas pour dire qu'elle ne génère que du mal, bien évidemment. C'est pour dire qu'en se vouant un culte à elle-même et en faisant abstraction du passé, la modernité se prive par pur orgueil des leçons qu'elle peut tirer de ce passé. Autrement dit, le meilleur garant du progrès, c'est le fait de garder un œil dans le rétroviseur. Et c'est ça que j'appelle être réactionnaire. C'est ça que j'appelais être réactionnaire dans ma vidéo précédente. Et je sais que le mot peut déranger. Donc je vais d'abord parler de ce que j'appelle, moi, le réactionnaire, et de son rapport particulier au progrès. Et ensuite, je parlerai du progrès en lui-même. Alors, on oppose d'ordinaire le progressiste et au réactionnaire et au conservateur. Le progressiste étant en quelque sorte un militant du changement coûte que coûte. Un militant du changement pour lui-même, du changement fin en soi, en quelque sorte. Le conservateur, quant à lui, et comme son nom l'indique, est attaché à préserver certaines choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et le réactionnaire, lui, le mot réactionnaire, fiche un peu la trouille. Même le conservateur est fier de dire qu'au moins il n'est pas réactionnaire. Il se placerait ainsi dans un juste milieu, en quelque sorte, entre à sa gauche un progressiste irresponsable et à sa droite un réactionnaire vindicatif. Bon, les choses ne sont pas si simples, bien entendu. Pour le faire comprendre, pour clarifier les choses, prenons le cas de l'école et de son délitement intégral à l'heure actuelle en France. Alors, je pense que je suis certain, je ferai une vidéo entièrement consacrée à l'école, parce qu'il y a bien un fiasco, véritable fiasco du progrès, un véritable scandale, une honte à l'échelle nationale, c'est bien le dossier de l'éducation. On y reviendra. Donc prenons le cas de l'école. Rares sont les gens à ne pas dire que c'était mieux avant, sur le dossier de l'école. Avant, c'est-à-dire de leur temps. Et pour cause. Lorsque l'école commençait à être sabotée au nom des bons sentiments, il faut bien le dire, et c'est souvent le cas, sabotée au nom des bons sentiments, certains tiraient déjà la sonnette d'alarme. Moi j'étais tout petit dans les années 80, mais je m'en souviens. Et ces gens-là, pour les disqualifier, on les traitait alors de réactionnaires, c'est-à-dire d'infréquentables, en quelque sorte. En fait, ils n'étaient pas, ou plutôt pas encore réactionnaires. Ces gens-là étaient, proprement parlé, conservateurs, dans la mesure où ils désiraient conserver un état de choses appelé à changer dans le domaine de l'éducation, et des choses qui, à leurs yeux, avaient fait leurs preuves par le passé. Puis le progrès a gagné, bataille sur bataille. On a aboli peu à peu les vieilles verticalités, et aujourd'hui l'élève est devenu une sorte d'ayant droit à contenter, comme le client au centre du processus marchand. Donc à présent que le progrès a gagné au sein de l'école, et même s'il continue de vrai, les conservateurs d'hier n'ont plus rien à conserver. Il restait encore le latin, c'est terminé. Donc certains d'entre eux ont alors baissé les armes et s'en sont remis au progrès. D'autres continuent à se battre, et ils ont même été rejoints par des progressistes désillusionnés. Eh bien, toute cette sphère, ces gens, cet ensemble de personnes, sur le dossier de l'école, sont aujourd'hui réactionnaires. Ils sont véritablement réactionnaires, cette fois ils doivent s'assumer comme tels. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir
à quelque chose qui leur semble fondamental et qui n'est plus. C'est en cela qu'ils sont réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir à des choses fondamentales qui ne sont plus de nos jours, qui n'ont plus cours. Ils veulent donc revenir à un mieux. Et le mieux que l'on désire vis-à-vis du moins bien que l'on subit, c'est un progrès. Je répète, le mieux que l'on désire vis-à-vis du moins bien que l'on subit, c'est aspirer à une forme de progrès, véritablement. Il ne faut pas faire aux progressistes le cadeau du progrès. Puiser dans le passé, ce n'est pas vouloir le pire, contrairement à ce qu'ils nous disent. Peu importe qu'on aille chercher le mieux dans le passé ou le futur, ce qui importe, c'est le mieux en tant que tel. Il ne s'agit pas de dire, de prétendre qu'il y a un mieux monolithique, absolu, dans le passé ou l'avenir. Il s'agit de toujours rechercher le meilleur relativement à telle ou telle chose, relativement à telle ou telle circonstance. Donc de se dégager autant que possible, il y a toujours des déterminismes, mais de se dégager autant que possible de la chaîne du temps. Le progressiste, d'ailleurs, prétend les avoir rompues, ces chaînes. Le progressiste, en général, n'aime pas les chaînes. En réalité, il est esclave du temps, véritablement, et il le subit. Il subit le temps. Il vous répondra d'ailleurs qu'il faut vivre avec son temps. Ça dit bien ce que ça veut dire. On n'a pas le choix. Ben si, on a le choix. Alors pour refermer la parenthèse sur le cas du réactionnaire, revenons une fois de plus aux Grecs. Grecs que j'aime tant, et à leur démocratie dont je parlais dans la vidéo précédente. Alors à l'époque, il faut savoir que ce sont les ennemis de la démocratie naissante, qui ont qualifié les partisans de la démocratie de démocrates. C'est-à-dire que ce terme, à l'origine, est péjoratif. Et écoutez bien, il est même redevenu péjoratif durant la Révolution française. Dans l'esprit des révolutionnaires eux-mêmes, le mot était péjoratif, très peu utilisé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas à l'école. Le mot démocrate a donc été longtemps péjoratif, puis les démocrates ont fini par s'assumer et sont allés jusqu'à revendiquer le mot. Les démocrates ont fini par revendiquer un mot employé à leur encontre. Bon, vous voyez peut-être où je veux en venir. C'est-à-dire que, de la même manière, pour les esprits réactionnaires, entre guillemets, c'est-à-dire les esprits qui veulent revenir à un certain ordre des choses sur tel ou tel sujet, pas dans l'absolu, mais sur tel ou tel sujet, ces gens-là doivent s'assumer dans le débat public aujourd'hui et lutter ainsi contre cette peur des mots qui est typiquement française. Là, on est vraiment dans le terrorisme intellectuel. Il faut le combattre avec les armes qui sont les nôtres, les armes de la rhétorique. S'opposer au progressisme en allant chercher du mieux enfoui dans le passé, ça n'est pas détester le progrès. Mais c'est en effet véritablement opposer une réaction à une action préalable que l'on juge néfaste. C'est ça être réactionnaire. C'est se battre contre une action préalable que l'on juge néfaste par une réaction. Le mot de réaction, de réactionnaire. Ce que je viens de dire ne se limite pas à du blabla sur l'emploi de tel ou tel mot, même si c'est important. L'emploi correct des mots est à la base des rapports sociaux. Il y aura encore toute une émission à faire là-dessus. Décidément, j'ai beaucoup d'idées. Il y a une réalité derrière tout ça. Le fait de libérer la parole du carcan sémantique et d'utiliser au mieux le bon sens et l'histoire, c'est-à-dire notre intelligence et nos connaissances en vue d'un progrès, d'un réel progrès. Pas le progrès bon marché. Certes, c'est un progrès plus scrupuleux, mais c'est également un progrès plus authentique, celui qui accepte de faire fond sur le passé, de faire marche arrière, de se dire on a fait une erreur, on revient en arrière pour aller de l'avant. Alors c'est ce que je vais tenter à présent de faire dans cette deuxième partie, en parlant du progrès. À proprement parler, le progrès existe. Il ne s'agit pas, quand on est dans une démarche réactionnaire, de nier que le progrès existe. C'est une évidence, le progrès existe, mais il est de, je dirais, de deux sortes, deux formes de progrès. Il existe d'abord sous une première forme qui est le progrès
je qualifierais de technique. Mais il existe aussi sous une deuxième forme qui est beaucoup moins évidente, beaucoup moins palpable, qui est beaucoup plus discrète et donc difficile à appréhender, c'est le progrès d'ordre moral. Donc technique d'un côté, morale de l'autre. Le progrès technique ne se discute même pas. Et on ne va pas s'y étendre. La médecine, par exemple, a fait des progrès considérables au cours de l'histoire de l'humanité. La technique s'appuie sur la science, et en matière scientifique, il y a véritablement une capitalisation du savoir. Chaque génération bénéficie ainsi des fruits de la recherche opérée par la génération précédente. Ça, c'est valable dans la technique, dans la science. Ceci n'est absolument pas valable dans le domaine de la morale. Il y a aujourd'hui des gens aussi pervers, si ce n'est plus, des gens aussi pervers qu'il y a 2000 ans. Ce sera toujours comme ça. On ne peut donc pas parler de progrès dans la morale comme on le fait dans la technique. Pourquoi? Prenons un exemple. Votre enfant va très tôt profiter de la médecine. Il va peu à peu se familiariser avec le téléphone, avec la tablette, l'ordinateur, la télévision. Il va apprécier de voyager dans le confort d'une automobile, d'un train, d'un avion, etc. Il va en fait s'approprier des manifestations du progrès technique. Et sans avoir, c'est important, sans avoir à en maîtriser les tenants et les aboutissants. Il aura simplement, ou plutôt vous aurez simplement payé pour y avoir accès. Et lui devra ensuite se conformer à un simple mode d'emploi. Mais il ne sera pas pour autant ni technicien ni scientifique. En revanche, vous allez inculquer à votre enfant des principes moraux, des principes qu'il ne possède pas à la naissance. Vous allez lui apprendre à vivre au milieu de ses semblables dans le respect de chacun. Lui apprendre, ce n'est pas payer pour un forfait, ce n'est pas non plus lui délivrer un simple code de bonne conduite à apprendre le soir avant de se coucher. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour qu'il progresse sur un plan moral, il va lui falloir assimiler ces fameux principes et, chose essentielle, les mettre en application au quotidien. Autrement dit, il lui faudra être volontairement un agent moral à part entière. Vous conviendrez que c'est quelque chose de beaucoup plus exigeant que l'apport technique. Mais où veut-il en venir, me direz-vous? Eh bien, d'un côté, vous avez des êtres humains qui bénéficient spontanément et passivement de l'apport technique de leurs prédécesseurs. De l'autre, ces mêmes êtres humains ne bénéficieront pas du degré de moralité, degré éthique de leurs aïeux, sans avoir eux-mêmes et à en comprendre les tenants et les aboutissants à leur époque, et surtout sans avoir à devenir pleinement des êtres moraux. Donc c'est d'un autre niveau, et on peut guère alors parler de progrès qu'au niveau de l'individu. Le progrès moral dans l'absolu, au niveau de l'espèce, n'est nullement assuré. Loin s'en faut. À chaque nouvelle naissance, tout est à refaire. La morale ne se transmet pas dans les gènes. D'où l'importance de l'autorité au sens d'une tutelle, au sens de guider quelqu'un, aussi bien dans les foyers qu'à l'école. D'où aussi l'importance de lire certaines œuvres de l'esprit sur lesquelles le temps n'a pas prise. Alors j'entends souvent, on me dit souvent, tu nous casses les rouleaux avec ta philosophie, c'est franchement quelque chose que j'entends souvent. Eh bien, la philosophie, c'est aussi des textes d'une actualité extraordinaire. Certains datent de 2500 ans, ils sont toujours d'actualité, et il y a fort à parier qu'ils seront encore d'actualité dans 2500 ans. Et sur ces textes, le temps n'a pas prise, et il n'y a pas en philosophie d'obsolescence programmée. C'est quand même une bonne chose. Et ça nous change de notre quotidien. Alors certains pourront me répondre, bon, mais quand même, il exagère, on a fait des progrès d'ordre moral dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai. C'est vrai, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en vois en particulier, je dirais 2,5.
Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je vois effectivement l'abolition de l'esclavage, on peut parler, c'est clairement, je pense qu'il y aura peu de gens pour dire le contraire, c'est clairement un progrès moral, un grand progrès moral de l'humanité. Je vois également le statut de la femme qui a changé. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Et un progrès en demi-teinte, je dirais, c'est la laïcité. Alors la laïcité fait aujourd'hui débat. Je pense qu'il y a matière à dire sur la laïcité. Il y a beaucoup de bien, il y a aussi une part de mal. Et ça aussi, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Il sera alors question d'une opposition entre le droit naturel, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, entre le droit et la nécessité. Et vous verrez que le mot progrès lui-même ne rend pas bien compte des services rendus, même le mot droit. C'est pour ça que j'inviterai à remplacer le mot droit par le mot nécessité. Voilà des choses que je clarifierai. En attendant, j'espère que mon exposé vous aura intéressé, qu'il aura été clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sur Internet. J'espère qu'il vous aura permis de faire la distinction entre progrès et progressisme, de ne pas laisser, comme je le disais, le progrès comme cadeau aux progressistes. Merci de votre écoute. Merci de votre patience. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.